Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau cours de langue française. Aujourd'hui, je vous propose une séance de langue qui portera d'une manière générale sur les figures de style et en particulier, nous nous focaliserons sur les figures d'analogie et d'opposition. Bien sûr, l'objectif de ce cours va être de reconnaître quelques figures d'analogie et d'opposition. En ce qui concerne le plan de ce cours, nous allons commencer avec une première étape dite d'observation où je vais vous proposer un corpus sélectif d'énoncés tiré de votre roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Dans une deuxième étape, l'étape de la conceptualisation, nous allons essayer de donner des définitions des principales figures de style, à savoir d'analogie et d'opposition, tout en essayant de vérifier les effets recherchés par leurs utilisations. Dernièrement, dans l'étape de l'appropriation, je vais vous proposer un petit exercice qui va bien sûr vous permettre de bien assimiler les figures travaillées. Alors, commençons avec la première étape. Prenons le premier exemple. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Alors dans cette phrase, nous avons un indice d'énonciation, le me, qui renvoie au petit Sidi Mohamed, c'est un adjectif possessif. Aussi, nous avons un outil de comparaison, comme, et dans un dernier temps, un comparé. Alors ici, dans cet exemple, nous avons un lien entre, on compare le petit Sidi Mohamed à un paquet. Et donc cette phrase, elle montre que la maman, elle était si violente qu'elle a traité son petit comme un objet. Rappelez-vous, ça nous rappelle une journée infernale passée par le petit narrateur, à savoir le bain mort. Pour la deuxième phrase, on a exactement le même procédé stylistique. Alors, c'est la phrase suivante. La campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Alors ici, la campagne, par le biais d'un outil de comparaison, elle est comparée à un bouquet. Et donc, on a un rapprochement entre deux termes, à savoir la campagne et le bouquet, par le biais d'un outil de comparaison. Exemple suivant, ma mémoire était une cire fraîche. Alors cette phrase nous rappelle le pacte autobiographique, bien sûr, extrait ou bien qui se retrouve dans le premier chapitre. Alors la mémoire, elle est comparée à une cire fraîche, quoique on n'a pas un outil de comparaison. Et donc ici, nous sommes face à une métaphore. Alors dans cette phrase, Ahmed Sfraoui nous montre la grande capacité de sa mémoire qui ne rate aucun événement. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Alors, par son explosion de saveur, le thé ici, elle est comparé à un printemps. Bien sûr, il n'y a pas d'outil de comparaison et donc, c'est une métaphore. Alors, un pigeon disait des mots si jolis. Remarquez bien ici que nous avons un pigeon qui accomplit un acte humain, à savoir l'acte de parole. Et donc ici, c'est une figure de style, c'est une personnification dans la mesure où les pigeons ne parlent pas et ils ne disent pas des mots. Alors, les petites flammes dansaient. Alors ici, on a aussi des flammes qui accomplissent un acte humain, à savoir l'acte de la danse. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. Alors, dans cette phrase, nous avons deux éléments contradictoires. D'un côté, nuit, d'un autre, blanche, qui sont côte à côte. Ils sont juxtaposés. Alors, quand nous avons deux éléments contradictoires qui sont employés côte à côte dans une seule phrase, on parle d'un oxymore. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Alors ici, nous avons également deux éléments contradictoires, renaître d'un côté, mourir d'un autre, mais ils sont séparés par un groupe de mots. Alors, il s'agit d'une antithèse.
Dans le dernier exemple, ça nous rappelle la fête de la Ashura, les petits de la maison, à savoir le petit Sidi Mohammed et la petite Zineb, ils étaient si heureux. Et donc, dans cette phrase, les femmes de la maison disaient, bien le narrateur, excusez-moi, qui parlait, il disait, et nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Alors, remarquez bien que ici, il faisait énormément de bruit. Et donc, on a demandé aux petits d'aller directement sur la terrasse pour évacuer, si vous voulez, le bruit et les cacophonies, bien sûr, des petits. Et donc, ici, il s'agit d'une ironie et on parle d'une antiphrase. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie de ce cours, on va essayer, dans un premier temps, de définir ce que c'est qu'une figure de style. Alors, il est à signaler, dans un premier temps, que les figures de style ne sont pas une spécificité de la langue écrite. Ce n'est pas spécifique à la littérature écrite. Bien sûr, quand on parle tous les jours, on peut utiliser des figures de style. Donc, on peut dire que les figures de style sont employées à la fois à l'écrit et à l'oral. Et une figure de style est un procédé d'expression, c'est une tournure de mots qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue. Pourquoi utilise-t-on les figures de style? L'usage d'une figure de style peut avoir différents buts. Alors, on distingue entre une raison rhétorique et une raison esthétique. Alors, tout d'abord, la rhétorique peut être définie comme étant l'art de bien dire les choses. Alors, une figure de style peut être utilisée pour persuader ou convaincre. Bien sûr, persuader dans le cadre de l'argumentation, c'est le fait de s'adresser au sentiment. Alors, convaincre, on s'adresse plutôt à la raison du lecteur ou bien de l'interlocuteur. Bien sûr, une figure de style peut être aussi utilisée pour attirer l'attention. Alors, en ce qui concerne la raison esthétique, on peut utiliser une figure de style soit pour séduire, rappelons qu'une figure de style est une manière travaillée esthétiquement, c'est une manière poétique d'écrire ou de parler. Et donc, on peut l'utiliser bel et bien pour séduire, ou bien pour immerger le lecteur dans l'histoire. Donc, dans la langue française, nous pouvons repérer une centaine de figures de style. Afin de faciliter leur étude, nous optons pour une classification selon différentes catégories. Alors, pour les figures de style, on distingue généralement, principalement, entre les figures d'analogie, d'opposition, les figures de substitution, d'insistance et les figures d'atténuation, signalant que cette liste n'est pas exhaustive. Alors, en ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, comme signalé auparavant, il va principalement porter sur les deux premières catégories, à savoir les figures d'analogie et d'opposition. Alors, commençons par les figures d'analogie. D'abord, pour définir ces procédés, intéressons-nous au mot analogie. Il vient du grec et signifie une correspondance, un lien entre un élément et un autre. L'analogie est le fait d'associer deux éléments afin d'incruster une image dans une phrase pour la rendre plus visuelle. Elles sont des procédés d'écriture qui consistent à créer des liens entre des idées, des personnes ou des objets, pour mettre en lumière leurs points communs et leurs similitudes. Les procédés d'analogie les plus courants sont la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie, et ce sont les figures d'analogie que nous aurons l'occasion d'apprendre. Commençons par une figure de style très utilisée par les écrivains et la plus facile à détecter par les apprenants, à savoir la comparaison. Donc, prenons les deux exemples déjà vus dans notre corpus. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Alors, remarquez très bien que ici, nous avons dans un premier temps un comparé, adjectif possessif me, qui renvoie directement au petit Sidi Mohammed, notre narrateur. Nous avons dans un deuxième temps un mot-outil appelé aussi un comparatif ou bien un outil de comparaison. Et dans un dernier temps, nous avons en bleu un comparant. Donc, dans cette phrase, le petit Sidi Mohammed, il est comparé par le biais d'un outil de comparaison ou bien d'un comparatif comme, il est comparé à un paquet. Dans la deuxième phrase,
La campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Alors, c'est exactement le même procédé stylistique, c'est une comparaison, dans la mesure où nous avons, dans un premier temps, un comparé qui est la campagne ici, et les comparé à un bouquet, et donc par le biais du même comparatif, à savoir comme. La comparaison consiste à rapprocher deux choses qui ont un point commun à l'aide d'un outil de comparaison. Elle permet de donner une vision plus concrète. Alors, en ce qui concerne le comparatif utilisé, il peut être soit une préposition, comme un adjectif tel que, une locution, à titre d'exemple, de même que, ou bien un verbe, comme ressembler. Venons à la deuxième figure de style, ou bien la deuxième figure d'analogie, la métaphore. Alors, dans un premier temps, on peut dire que la métaphore est considérée comme la sœur jumelle de la comparaison, dans la mesure où la métaphore est une comparaison à un caractère spécifique et n'utilise pas un outil de comparaison. Il y a une absence du comparatif. Voyons cela par des exemples concrets. Ma mémoire était une cire fraîche, disait Ahmed Sfraoui. Donc ici, la mémoire de l'écrivain, elle est comparée à une cire fraîche. Deuxième exemple, elle refusa poliment, déclara que ce thé était un véritable printemps. Alors, le thé dans le deuxième exemple est comparé à un printemps, quoique dans le premier exemple et dans le deuxième exemple, on constate une absence de l'outil de comparaison. Et donc, pour voir cela de plus près, on va voir et on dit que dans la métaphore, il y a un comparé, mais l'outil, le mot outil ou bien l'outil de comparaison disparaît, laissant place à un simple comparant. Donc, dans le premier exemple, la mémoire est comparée à une cire fraîche. Et dans le deuxième exemple, le thé est comparé à un printemps. Alors, la métaphore, comme on vient de le dire et de le constater, est la sœur jumelle de la comparaison. Mais elle est plus implicite. Elle désigne un terme par un autre car ils partagent une ressemblance. On la confond souvent avec la comparaison. Or, la comparaison affirme une similitude, alors que la métaphore la laisse deviner. La métaphore, en ce qui concerne les faits, ajoute une touche poétique à un texte. Elle permet également d'ajouter de l'intensité à un propos. Vous avez, sans l'ombre d'un doute, déjà entendu parler d'une métaphore filée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore filée? Alors, tout simplement, c'est une métaphore qui parcourt plusieurs lignes, plusieurs phrases, voire même des pages. Alors, voyons cela de plus près avec l'exemple suivant. Alors, c'est un extrait du poème Le lac de Lamartine. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dont la nuit éternelle emportait son retour, nous pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Remarquez ici que nous avons une métaphore qui parcourt tout le premier quatrain du poème Le lac. Alors, ça tourne autour de la même thématique. Regardez ici que nous avons les mots rivage, océan et encre. Alors, on peut définir la métaphore filée comme étant une métaphore que l'auteur prolonge en reprenant le même thème. La personnification est la troisième figure d'analogie qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans la personnification, nous avons le mot personne. Et donc, pour définir la personnification, on peut dire que c'est le fait d'attribuer des caractéristiques d'un être humain à un objet ou bien un animal. Alors, on va voir les exemples. Bien, l'exemple suivant. Un pigeon disait des mots si jolis. Alors, remarquez ici que nous avons un pigeon qui parle, tel un être humain. Alors, les pigeons ne peuvent pas parler. Et donc, il s'agit ici d'une personnification. Dans le deuxième exemple, les petites flammes dansaient. Alors, les flammes ne dansent pas. Et donc, il s'agit ici effectivement d'une personnification. Alors, la personnification représente un animal ou une chose. Ici, nous avons pigeon et flamme.
sous les traits d'une personne. Alors, un pigeon qui disait des mots si jolis et des flammes qui dansaient. Alors, la personnification consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose dans le but de les faire parler ou agir. La dernière figure d'analogie qu'on va voir aujourd'hui est l'allégorie. Elle peut être définie comme étant le fait de donner corps à une idée abstraite. Alors, l'allégorie est la représentation concrète d'une idée. Elle permet d'évoquer une notion difficile à représenter. Voyons cela de plus près avec l'exemple suivant de Victor Hugo. Je vis cette faucheuse, écrivait Victor Hugo dans les Contemplations. Alors ici, Victor Hugo donne corps à l'idée de la mort en la représentant comme une faucheuse. Dans la deuxième partie de ce cours, on va bien sûr voir les figures d'opposition. Une figure d'opposition comporte au moins deux termes qui s'opposent par leur sens dans un énoncé. Sa construction met en valeur des contradictions entre des idées, des situations ou bien des personnages, etc. L'oxymore, qui vient du grec oxymoron, ça signifie une alliance des mots contradictoires, peut être défini comme étant l'utilisation de deux termes opposés ou contradictoires dans une seule phrase. Et les deux termes doivent être juxtaposés. Dans l'exemple suivant, des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir, remarquez que nous avons deux mots contradictoires, nuit qui fait référence à l'obscurité et blanche qui fait écho avec clarté. Ils sont utilisés dans un seul énoncé, mais ils sont côte à côte. Alors, ils ne sont pas séparés, ils sont juxtaposés. Et dans ce cadre, on peut parler d'une figure de style, à savoir un oxymore. Donc, nuit et blanche. L'oxymore consiste à placer l'un à côté de l'autre deux termes contradictoires qui se rapportent à la même réalité. Les écrivains utilisent cette figure de rhétorique pour créer une surprise qui contribue à retenir l'attention du lecteur. Antithèse. Alors, l'antithèse, c'est exactement comme l'oxymore, quoique les mots antonymes ou bien contradictoires, ils ne sont pas utilisés côte à côte. Ils sont plutôt séparés par un groupe de mots. L'antithèse vient de deux racines grecques. D'un côté, anti, qui signifie contraire, opposé, et thèse, qui signifie poser. Alors, étymologiquement, l'antithèse peut être définie comme étant le fait de poser des choses contraires. Alors, dans l'exemple suivant, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Alors, dans cette phrase, nous avons utilisé deux termes contradictoires, renaître d'un côté et mourir d'un autre. Et donc ici, il s'agit bien évidemment d'une antithèse. L'antithèse consiste à placer deux mots ou deux groupes de mots de sens opposés dans le même énoncé. L'effet recherché en général est de mettre une idée en relief. L'antiphrase est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense. Et sachez que cette figure de style est la figure la plus utilisée pour ironiser. Alors, dans l'exemple suivant, ils nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Alors, ici, les dames de la maison ont demandé au petit Sidi Mohamed et à la petite Zineb d'aller jouer ailleurs, plus précisément dans la terrasse, parce qu'il faisait énormément de bruit. Donc ici, en fin de compte, les femmes voulaient dire, permettez-moi l'expression, aller casser les oreilles des voisins. Donc le contexte de cette phrase nous permet bien sûr de savoir qu'il s'agit effectivement d'une antiphrase parce que les femmes de la maison voulaient dire le contraire de ce qu'elles pensaient. Alors, l'antiphrase consiste à employer un mot ou une phrase dans un sens contraire à leur signification. C'est la principale figure de style utilisée pour ironiser. Le chiasme. Venons à une figure de construction par excellence et voyons de plus près ce que c'est qu'un chiasme. Alors, Jean Racine disait « Tel qui rit vendredi
dimanche pleurera. Alors, remarquez ici que nous avons une construction bien particulière dans cette phrase, dans la mesure où on a deux propositions, une première et une deuxième. Alors, dans la première proposition, nous avons le verbe rire suivi d'un complément circonstanciel de temps. L'ordre est complètement bouleversé dans la deuxième partie de cette phrase, dans la mesure où on commence plutôt par le complément circonstanciel de temps et il est suivi par le verbe pleurer. Donc ici, on peut dire que nous avons une construction en A, B, B et A. Alors, un chiasme est composé de deux expressions qui se suivent, mais la deuxième adopte l'ordre inverse de la première. Donc, une construction en A, B, B, A, comme vous l'avez très bien vu dans l'exemple. Dans un chiasme, l'ordre des mots est inversé dans la deuxième proposition. L'énoncé se présente sous une forme de croix. Alors, dans le même exemple, on a eu rire vendredi et dimanche pleurer. Rit vendredi, dimanche pleurera. Remarquez ici que on a le croix qui se dessine. Cette figure produit un effet de surprise. Alors, venons à la dernière étape de ce cours, l'étape de l'appropriation. Donc, on va essayer de faire un petit exercice. Alors, identifiez la figure de style utilisée dans chacun des exemples suivants. Prenons le premier exemple, tiré de la pièce de théâtre Le Cid de Pierre Corneille. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors, selon vous, il s'agit de quelle figure de style dans cette phrase? Alors, remarquez très bien pour bien répondre qu'on a placé deux mots opposés côte à côte. D'un côté, obscur, d'un autre, clarté. Et donc, bien évidemment, ici, on est face à un oxymore. Deuxième exemple. Alors, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Un extrait, une citation de la légende des siècles de Victor Hugo. Alors, il s'agit de quelle figure de style ici? Faites très attention, c'est une construction particulière de la phrase, c'est une figure de construction. Alors, remarquez que nous avons un groupe verbal dans une première proposition, la neige fait. Ce groupe verbal, il est dans la dernière position, dans la dernière place de la deuxième proposition. Alors, la neige fait au nord ce que au sud fait le sable. Donc, effectivement, ici, nous sommes face à un chiasme. Troisième exemple. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Bien sûr, écrivait dans Les Fleurs de Mal, Baudelaire, plus précisément dans le poème L'ennemi. Alors, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Alors ici, la jeunesse est comparée à un orage. Alors, sans outil de comparaison. Et donc, il s'agit bien évidemment d'une métaphore. Alors, remarquez bien, nous avons une idée abstraite ou bien un sentiment abstrait qui est le malheur. Et ici, il est personnifié, si vous voulez, il est concrétisé comme un grand laboureur. Alors, dans cet exemple, nous sommes face à une allégorie. Dernier exemple à étudier. Alors, l'une est moitié suprême et l'autre subalterne. Il s'agit de quelle figure de style dans ce vers extrait de l'École des femmes de Molière? Alors, remarquez bien que nous avons deux termes opposés, d'un côté suprême, de l'autre subalterne. Ils sont séparés par un groupe de mots.
Ici, nous sommes face à une antithèse. Je tiens à vous remercier pour votre attention, tout en vous donnant rendez-vous à une autre séance de cours. Je vous souhaite un très bon courage.